Nous avons le plaisir aujourd'hui d'accueillir Marlène Dulaurent, docteure en sciences de l'information et de la communication, chef du département des métiers du multimédia et de l'Internet à l'IUT de Bordeaux, réserviste citoyenne au sein de la Gendarmerie nationale et auteure de pas moins d'une quinzaine d'articles sur les thèmes du cyberharcèlement, sur les stratégies d'influence et de manipulation, ainsi que les pratiques émergentes sur le web social. Bonjour Marlène, ce parcours est un bref résumé de tout ce que vous avez mené et que vous menez présentement. Est-ce que vous pourriez vous présenter la singularité de votre parcours, votre profession qui est quand même à part entière? Bonjour Camille, merci beaucoup pour cette introduction. Oui, bien sûr que je peux me présenter. Donc, comme vous l'indiquez, je m'appelle Marlène Dulaurent. Je suis docteure en sciences de l'information et de la communication et j'ai fait une thèse de doctorat en communication publique et politique. J'ai travaillé sur le web social et la prise de parole, les discours en ligne. Donc ça, c'était vraiment l'objet de ma thèse de doctorat. Et par la suite, j'ai fait un premier postdoc sur l'université de Poitiers où je me suis spécialisée en fait sur l'analyse de discours, l'analyse de discours à partir de logiciels informatiques. Et une deuxième spécialité également j'ai fait un deuxième postdoc auprès de l'université de Nancy où j'ai continué dans le même domaine d'analyse. L'analyse de discours, en fait, c'est un petit peu particulier en sciences de l'information et de la communication. La manière dont vous allez utiliser les mots, Camille, l'ordre, les champs lexicaux que vous allez convoquer, les figures stylistiques que vous allez mobiliser, vont traduire un discours dont vous avez conscience. Quand on étudie tous ces verbatims, qu'on les passe dans des logiciels informatiques, en fait, on peut se rendre compte que il y a un discours sous-jacent parce que vous utilisez toujours le même registre ou parce que justement, il y a des mots que vous n'utilisez jamais. Et de fait, moi, tout mon travail est de comprendre dans l'analyse de discours quel est le discours implicite. Quand vous parlez d'un sujet en particulier, vous pensez dire quelque chose, mais finalement, qu'est-ce que vous avez voulu vraiment dire au regard de tous les registres, vocabulaire, figures stylistiques, toute la dimension linguistique, cognitive, thématique que vous allez mobiliser. Finalement, ça peut traduire tout un autre discours. Donc ça a été toute ma spécialité. Et je me suis spécialisée vraiment sur le web social et les phénomènes émergents en ligne. Ça, c'est le premier aspect académique de mon travail. Et du coup, je suis devenue maître de conférence à l'université Bordeaux-Montaigne. J'ai intégré une filière bien particulière qui est celle des métiers du multimédia et d'Internet, qui rentrait directement en résonance avec mon travail. Et depuis 4 ans maintenant, un peu moins de 4 ans, je suis chef de ce département. Voilà, ça c'est pour l'aspect académique. Alors, on va essayer de décortiquer un peu tout ça parce que il y a beaucoup de choses intéressantes. Vous parliez donc de prime abord, vous parliez justement de cette analyse de discours. Vous parliez d'un logiciel. Donc, lorsque vous analysez un discours, vous le faites automatiquement avec un logiciel, donc avec des algorithmes, ou c'est simplement vous êtes en face de la personne et vous interprétez selon justement un enseignement qui vous a été inculqué, je pense dans votre parcours éducatif. Comment ça se passe? C'est obligatoirement un logiciel ou c'est du face à face selon votre propre interprétation? Alors, il peut y avoir des deux. En fait, c'est soit on mène des entretiens ou des focus group. En tout cas, on a une interaction avec une personne avec qui on échange ou un groupe de personnes. De là, on peut en recueillir des verbatims. Donc, on va retranscrire mot à mot tout ce qui a été dit, y compris les hésitations, les silences. Ça peut être, si on n'a pas un échange discursif, eh bien, ça peut être des discours. On récupère les
des textes, des discours. Bref, il faut qu'à un moment donné, cette parole soit retranscrite sur un verbatim écrit. Et une fois que j'ai ces matériaux-là, je les passe dans un logiciel informatique. Et ce logiciel va opérer ce que l'on appelle une classification hiérarchique descendante. C'est-à-dire qu'il va faire des découpages, il va faire des séquences et au fur et à mesure, en entonnoir, va nous permettre d'identifier des classes dans la prise de parole ou en tout cas dans le verbatim, dans le corpus textuel qui a été étudié. Et à partir de cette classification, à partir de ces classes qui émergent, vient le travail ensuite du scientifique qui lui va réinterpréter, le discours. Donc, il va mobiliser ses connaissances en linguistique, il va mobiliser ses connaissances en sémiotique, il va mobiliser ses connaissances forcément en psychosociaux parce qu'on va remettre en contexte, et tout cela dans le champ des sciences de l'information et de la communication qui sont vraiment des sciences très transversales qui vont piocher un petit peu à droite à gauche. Donc, il y a des deux. C'est oui, il y a de l'échange. Forcément, à un moment donné, il y a une objectivation de la démarche scientifique avec un logiciel qui va séquencer, et ensuite il y a la réinterprétation derrière du chercheur, qui essaye de prendre le plus de distance critique, le plus de hauteur par rapport au phénomène ou à l'objet d'étude qu'il est en train d'étudier. D'accord. Donc Marlène, en fin de compte, si je résume, il y a une première étape qui est l'échange avec la personne pour étudier son discours. La deuxième étape, c'est mettre le verbatim, si la sémantique est bonne, dans un logiciel qui va travailler en termes d'entonnoir, c'est-à-dire en termes de classification. Et ensuite, la troisième étape, c'est l'interprétation du scientifique, donc vous-même. Et comment ça se passe la suite, c'est-à-dire dans quel domaine vous intervenez dans l'analyse d'un discours, c'est-à-dire c'est plus le domaine criminel, politique, sociologique. Dans quel domaine exactement vous allez intervenir? Alors au début, moi, ça a été je me suis d'abord intéressée au discours de haine, au discours discriminant, au discours politique. Il y avait vraiment toute une dimension, ce que j'appelle souvent une démarche un petit peu de citoyenneté active. Je m'interrogeais sur des prises de parole publiques que je pouvais trouver extrêmes. Donc au début, ça a été mon terrain de jeu. Et puis, au fur et à mesure, j'ai commencé véritablement à me passionner. À un moment donné, voilà, il y a un aspect que j'ai pas abordé. À un moment donné de mes études, j'ai fait Sciences Po Bordeaux, et j'ai eu des interactions avec la gendarmerie nationale par rapport au réseau professionnel que je fréquentais. Et à l'époque, le général Voltier, qui était en place, m'a proposé mon stage de fin d'études à la gendarmerie nationale. Je connaissais pas du tout cet environnement. Il avait besoin de mener un audit interne sur la lutte contre les discriminations raciales. Comme c'était une thématique que j'avais étudiée, parce que dans mon cursus, je suis partie aussi étudier à l'université de Berkeley. En fait, je procède à l'envers. J'aurais pas du tout dû commencer comme ça. J'ai étudié à l'université de Berkeley au département des études ethniques tout un cycle sur les discriminations. Ensuite, j'ai intégré Sciences Po Bordeaux. Je me suis spécialisée sur ces discriminations. J'ai rencontré dans mon cercle professionnel, des personnes décisionnaires influentes au sein de la gendarmerie, et je suis venue faire mon stage de fin d'études au sein de la gendarmerie à l'état-major de la zone de défense sud-ouest sur la thématique des discriminations. Donc au début, c'était vraiment le type de discours qui m'intéressait. Puis quand on met un pied dans la gendarmerie nationale, il y a quelque chose qui s'anime. On découvre. Moi, j'avais cette image complètement erronée, les représentations collectives autour, tout simplement de la personne qui est dans un cadre répressif. Il m'était arrivé parfois sur un malentendu d'avoir affaire à eux sur le bas-côté de la route, vraiment un malentendu. Bon, j'avais une image complètement erronée. Et en faisant mon stage d'études de 6 mois au sein de l'état-major, c'est là où j'ai découvert une pluralité de métiers, un altruisme, cette démarche de citoyenneté active qui m'est vraiment chère. Et c'est là où je me suis dit que ces corps de métier étaient tout simplement passionnants.
en rencontrant différentes personnes en gendarmerie, forcément, j'ai été amenée à découvrir les différentes professions et puis la manière dont ils pouvaient aborder de leur côté l'agir criminel. Donc à partir de là, mes missions sont devenues de plus en plus régulières au sein de la gendarmerie nationale puisque je suis devenue réserviste citoyenne. Donc je faisais un lien constant entre la société civile et puis ce que la gendarmerie, les missions de la gendarmerie. Donc comme j'étais dans un cadre universitaire, je faisais intervenir la gendarmerie, on organisait des journées de sensibilisation au métier de la gendarmerie. Voilà, j'avais toujours un rapport très académique avec la gendarmerie. Et puis, à un moment donné, en enseignant à l'université Bordeaux-Montaigne, je suis professeure d'écriture numérique, entre autres. Et j'ai dû à un moment donné faire appel à la gendarmerie nationale pour venir sensibiliser mes étudiants à ce que pouvait être un délit de diffamation, à ce que pouvaient être des traces numériques et à l'importance de gérer sa e-réputation de manière à ce que voilà, on ne commette pas d'infraction et puis qu'on puisse garder une image cohérente, une image professionnelle cohérente. Et c'est à partir de là où j'ai été amenée à rencontrer une cellule toute particulière de la gendarmerie, la cellule NTech, Nouvelle Technologie. Et j'ai commencé à mettre en écho un petit peu mes champs d'études avec ceux de cette cellule, et notamment la cybercriminalité et les phénomènes criminels en ligne. J'ai éprouvé le besoin de parfaire mes connaissances parce que je n'avais qu'un regard en sciences de l'information et de la communication. Donc, j'ai éprouvé le besoin de parfaire mes connaissances en faisant une spécialité en psychopathologie criminelle. Et à partir de là, j'ai mis un pied dans la gendarmerie. Je n'en suis jamais vraiment partie. D'accord. Donc effectivement, vous avez eu un parcours assez atypique. Qu'est-ce que vous conseilleriez justement à, par exemple, nos étudiants en psychocriminologie qui seraient intéressés pour faire de l'analyse de discours? Existe-t-il des formations ou alors peuvent-ils prétendre à comment dirais-je, mettre un pied dans la gendarmerie comme vous l'avez fait, autre que par exemple se faire arrêter sur le bord de la route comme vous l'avez dit? Quel parcours on pourrait imaginer dans l'idéal pour justement glisser sur une pratique dans l'analyse de discours? Ben, il y a deux possibilités. Soit vous rentrez très rapidement dans le carcan de la gendarmerie nationale, vous faites une école de sous-officiers, une école d'officiers, vous vous spécialisez, vous avez l'opportunité de rebondir comme ça et puis de vous recycler en interne et de découvrir tout le champ criminel et la manière dont il peut être traité d'un point de vue interne. Donc il y a d'excellentes formations et puis c'est une véritable opportunité en gendarmerie nationale de pouvoir changer lorsqu'on le souhaite de service, de public, d'infraction, voilà. Soit il y a cette possibilité-là, ou alors il y a la deuxième possibilité, plus votre parcours est atypique, mieux c'est. Et ce que j'ai pu remarquer, c'est que à chaque fois que l'on veut travailler sur de l'agir criminel, il n'y a pas un parcours qui se ressemble. Ce sont simplement des rencontres et des opportunités à saisir. Donc, j'ai pas du tout un parcours commun, même pour une scientifique à l'université. Je veux dire, j'ai commencé par un BTS et je suis partie travailler aux États-Unis et je suis revenue et j'ai repris mes études et puis au fur et à mesure j'ai rebondi puis je me suis dit j'ai fait la moitié du chemin, pourquoi ne pas continuer? Puis je me suis retrouvée en doctorat, puis je me suis retrouvée en post-doctorat et en fait ça a été une succession de rencontres qui ont fait que ça a façonné ma manière de travailler et mes sujets d'études. Ce sont uniquement des rencontres. Donc, je crois que je serais bien mal placée pour vous dire comment faire. Je m'avancerai simplement à dire, soyez vous-même. Et si vous sentez que vous avez une appétence pour ce domaine et que que les matériaux ne vous font pas fuir, mais qu'au contraire, vous portez un regard très anthropologique
et vous sentez que vous pouvez apporter une contribution, mais surtout persévérer, continuer. Ça veut dire que vous êtes dans le bon champ d'application. D'accord. Alors, tout à l'heure, Marlène, vous parliez d'une démarche de citoyenneté active. Vous l'avez employé plusieurs fois dans cette interview. Analyse, hein, ça. Ah oui. On va les mettre dans le verbatim, mais après on va faire fonctionner les entonnoirs. Oh bon sang. Est-ce que vous pourriez nous parler de justement de ce terme de citoyenneté active qui est peu usuel en fin de compte, qui est un peu, pour moi, qui est un peu mystérieux parce que le mot citoyenneté aujourd'hui comment dire, a une définition quand même plus ou moins large. Donc, est-ce que vous pourriez nous parler justement de ce terme-là? Il y a de multiples façons de faire de la recherche universitaire. Vous avez des gens qui vont faire de la recherche fondamentale, qui vont s'isoler dans des archives, dans des bibliothèques, qui sont de grands théoriciens et qui vont faire un travail formidable, mais en sciences fondamentales. Et vous avez d'autres chercheurs, et je pense que j'appartiens plutôt à cette catégorie, qui ne peuvent pas faire cela pour la simple et bonne raison qu'ils ont besoin d'avoir un vrai contact au terrain. Et il y a tout un domaine de recherche que l'on appelle la recherche-action. La recherche-action, c'est-à-dire que vous travaillez sur un objet d'étude, quel qu'il soit, vous apportez des connaissances scientifiques supplémentaires sur ce sujet, sur cet objet d'étude, et le principe même, c'est de pouvoir impacter le terrain, de pouvoir améliorer des pratiques professionnelles, de pouvoir porter un regard avec des préconisations pour traiter différemment, pour améliorer, pour ajuster, pour réajuster. Et ça, c'est vraiment les approches de terrain qui, moi, me correspondent. Je ne peux pas être éloignée d'un terrain pour le comprendre. Et limite, j'ai besoin de faire de l'observation participante, voire de la participation observante. Ça dépend, il y a plusieurs postures que les chercheurs peuvent adopter, mais j'ai besoin d'être à ce contact direct pour mieux comprendre mon objet d'étude. Donc, voici la manière dont une forme de citoyenneté active peut s'opérer. Citoyenneté parce que le sujet de recherche que j'ai choisi porte sur l'agir criminel et j'essaie vraiment, avec le travail que j'amorce, de pouvoir apporter un regard scientifique sur un phénomène émergent, voire essayer d'approfondir les connaissances en termes de profilage d'investigation, et puis dans un deuxième temps d'accompagner les collègues gendarmes à l'amélioration de leurs pratiques professionnelles. Donc produire des connaissances scientifiques sur le cyberharcèlement, qui est un phénomène émergent, et en même temps accompagner les collègues à co-construire avec eux de nouvelles méthodes d'enquête, d'investigation, de traitement et peut-être à moyen terme permettre de donner des informations ou permettre d'apporter des données qui pourront accompagner le législateur éventuellement à améliorer la manière dont on peut traiter ces nouveaux phénomènes criminels en ligne. D'accord. Donc vous avez véritablement les deux casquettes, c'est-à-dire que vous avez la casquette de recherche pure et dure pour justement prévenir peut-être dans les phénomènes émergents, comme vous le dites, et également vous êtes sur le terrain au contact même donc avec la gendarmerie. Vous parliez tout à l'heure de cyberharcèlement. Je crois que vous êtes une spécialiste du cyberharcèlement. Donc, j'aimerais qu'on aille un peu plus dans le vif du sujet et que, si vous le voulez bien, que vous nous parliez de ce que c'est le cyberharcèlement et la place que ça occupe aujourd'hui. Alors, le cyberharcèlement, c'est souvent regardé par le prisme de nombreux amalgames, de nombreux biais scientifiques. On a tendance à croire que le cyberharcèlement, c'est du harcèlement, mais en ligne. Mais en fait, pas du tout. Parce que y a d'autres ressorts qui sont mobilisés, qui ne causent pas les mêmes préjudices aux victimes,
et de fait qui ne doivent pas être traités dans le champ infractionnel de la même manière. Le cyberharcèlement, malheureusement, il n'y a pas une définition aujourd'hui qui fait consensus. C'est pour ça qu'on doit vraiment travailler ce phénomène-là, parce que les gens peuvent croire que ce sont des phénomènes de harcèlement, par exemple, répétés en ligne. On parle souvent de la dimension de répétition. C'est erroné. Le cyberharcèlement, c'est pas forcément de la répétition. Il suffit simplement qu'il y ait une vidéo de vous qui soit compromettante, qui a été réalisée par exemple dans le cadre intime. Elle vous est volée. Si vous avez donné le consentement, par exemple, pour faire cette vidéo, ça restait dans un cadre privé. Mais si elle est diffusée sur, par exemple, elle est communiquée à un site pornographique, il y a donc juste un dépôt, une fois. Il n'y a pas de répétition. Elle n'est pas diffusée à votre entourage. Elle n'est pas diffusée à votre environnement professionnel. Elle est simplement déposée sur une plateforme. Et pourtant, c'est considéré comme du cyberharcèlement puisque votre vidéo va devenir virale et va être téléchargée par les autres. Donc, la personne qui commet l'infraction, votre cyberharceleur, peut ne faire la démarche qu'une seule fois et ça pourra être quand même considéré comme du cyberharcèlement. Et par ailleurs, il n'y a pas qu'une forme de cyberharcèlement. À ce jour, j'en ai recensé plus d'une quarantaine. Vous pouvez avoir des raids numériques, donc des pratiques de flaming, c'est-à-dire que vous êtes youtubeur, vous êtes streamer et vous avez une posture plutôt publique sur les réseaux sociaux. Vous avez une communauté qui vous suit, puis cette communauté, vous entretenez des liens quotidiens avec elle, et puis à un moment donné, vous avez des haters, ce que l'on peut appeler en français des rageux, qui vont venir faire des commentaires désobligeants, insultants, et qui vont s'enchaîner les uns derrière les autres. Ça, c'est une pratique de cyberharcèlement. Mais dans le même temps, on l'abordait juste avant, une pratique de cyberharcèlement, ça peut être simplement vous réalisez des photos qui relèvent de l'intime au sein de votre couple, vous réalisez des vidéos qui ne sont destinées qu'à votre couple. Ces photos sont volées, sont dérobées, sont diffusées. Ces vidéos sont communiquées sur des plateformes. Ça, c'est également une autre forme de cyberharcèlement. Il vous suffit, par exemple, d'être dans la rue et une personne extrêmement mal intentionnée, vous êtes en jupe, extrêmement mal intentionnée, prend des photos de votre entrejambe sans que vous n'en ayez connaissance, c'est une forme de cyberharcèlement. Le fait, par exemple, dans un environnement professionnel, d'être tout le temps mis à la marge, ce que l'on appelle l'ostracisme, d'être tout le temps mis à la marge. Vous ne faites jamais partie de la boucle des échanges de mails, vous n'êtes jamais informé des réunions, on ne vous envoie jamais les bons documents. C'est une forme de cyberharcèlement. Et vous avez une quarantaine de pratiques. Seulement, il est erroné de croire que toutes ces pratiques de cyberharcèlement doivent être traitées de la même manière, puisque ce n'est pas le même préjudice pour la victime. La victime mineure, la victime majeure, la viralité, le public potentiel qui a pu assister à cette pratique de cyberharcèlement, les traces numériques qui persistent. Il faut prendre en compte également la fréquence des envois, des SMS, des mails, des captures d'écran que vous pouvez recevoir. Il y a d'autres éléments qu'il faut prendre en considération. L'horodatage, par exemple, j'ai eu de nombreux échanges avec des victimes. L'horodatage, vous savez, c'est cette petite virgule pour savoir si le message a été lu ou pas lu. Eh bien ça, c'est une manière pour certains cyberharceleurs, si vous partagez la même marque de téléphone, de pouvoir tracer l'impact qu'ils peuvent avoir dans votre quotidien. Donc, l'intention de nuisance. Vous voyez, il y a une multitude de facteurs qui font qu'on peut pas traiter ces différentes pratiques de cyberharcèlement avec on peut pas les traiter avec les mêmes reconnaissances ou les mêmes qualifications pénales. Et pour cela, comme on n'a pas de détails, la législation n'a pas suffisamment évolué. Alors, si on travaille scientifiquement sur ce phénomène, si on montre bien la pluralité,
les ressorts qui sont mobilisés, les impacts, les préjudices, eh bien à ce moment-là, les qualifications pénales pourront mieux correspondre aux pratiques de cyberharcèlement. Et là, on pourra vraiment accompagner la victime et la reconnaître en tant que victime au regard du préjudice qu'elle a subi. D'où l'importance de bien circonscrire cet objet d'étude. En fin de compte, là, Marlène, votre intervention consiste véritablement à faire avancer le législatif pour qu'il y ait justement création de normes juridiques, parce que justement il peut y avoir redondance dans une forme de cyberharcèlement. Aujourd'hui, il y a 40 catégories. Là, par exemple, ça pourrait être justement d'en créer d'autres, parce que je pense que 40 c'est relativement peu, parce qu'il doit en exister quand même avec des subtilités, des sous-catégories, etc. En fin de compte, votre intervention est de faire reconnaître une nouvelle catégorie qui peut être considérée comme cyberharcèlement, et également de faire avancer la législation qui est moindre par rapport à l'impact que peut provoquer un préjudice à une personne qui est dans une atteinte à sa vie privée, quoi. Alors, je reste très très humble par rapport à ça. Je ne sais pas si je pourrais faire évoluer la législation. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que en donnant plus d'éléments, plus d'informations sur les différentes pratiques de cyberharcèlement, ça peut permettre déjà dans un premier temps aux collègues gendarmes de mieux appréhender le phénomène, de mieux en saisir les enjeux et surtout de mieux accompagner les victimes. Et ce qui est très important dans ces phénomènes-là, c'est la collecte de la preuve numérique. Bien souvent, au tribunal, les dossiers ne peuvent aboutir parce que la preuve numérique n'est pas suffisamment constatée. Et c'est vrai que cela peut être compliqué pour des gendarmes dans la brigade où ils peuvent être, d'aller saisir, je ne sais pas moi, les archives sur Snapchat. Si on connaît pas ce réseau social, c'est pas forcément évident. C'est pas simple non plus d'aller récupérer des messages qui peuvent être effacés, des messages qui peuvent être cachés et qui pourtant ont laissé des traces numériques. Donc l'idée c'est plus on apporte d'informations sur les différentes pratiques de cyberharcèlement, plus on va pouvoir accompagner les collègues à traiter avec pertinence les faits qui sont relatés par les victimes, de manière à ce que la prise en charge soit le mieux orientée possible. Donc ça, c'est vraiment dans un premier temps, c'est comment est-ce qu'on accompagne les collègues gendarmes sur de nouveaux phénomènes en ligne pour leur apporter les informations sur la manière dont ça se passe, voilà, quels sont les aspects auxquels il faut faire attention, qui peuvent être retenus au tribunal, et puis ensuite, dans un deuxième temps, quand les pratiques professionnelles vont commencer à s'ancrer, eh bien, travailler en partenariat avec les magistrats, ce qui est déjà le cas puisque nous, on a un lien tout privilégié avec le procureur général ici. Au sein de la gendarmerie nationale, on travaille également avec des magistrats pour affiner, en fonction des pratiques de cyberharcèlement, les qualifications pénales qui peuvent être assorties. Donc, on est en train d'amorcer ce travail. Alors, je ne sais pas de quelle manière la législation ou le législateur pourra se saisir de notre travail. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on est une équipe complète à essayer d'apporter plus de précision pour faire évoluer la prise en charge de ces victimes. Alors là, Marlène, vous nous avez fait un peu l'état des lieux, vous nous avez offert la palette de ressources qui peut être amenée à être mobilisée dans la réalisation d'une affaire. Est-ce que vous pourriez nous confier un peu le traitement d'une affaire en général, par exemple lorsque vous travaillez en lien avec la gendarmerie? Comment se déroulent en fin de compte vos interventions en tant qu'intervenante dans le cyberharcèlement avec la gendarmerie? Alors,
dans un premier temps, j'ai mené beaucoup d'entretiens exploratoires de victimes, de façon à pouvoir catégoriser les premières pratiques de cyberharcèlement que nous pouvions identifier, essayer d'appréhender quels étaient les mécanismes de violence qui étaient déclenchés, les techniques de manipulation qui étaient utilisées. Mais ça, c'est de l'exploratoire. Et puis, à partir de là, ça m'a permis de confronter dans un état de l'art ce que les collègues partout ailleurs dans le monde avaient pu faire émerger comme aspect comme aspect scientifique, les mettre en corrélation. Et moi, ça me permettait de mieux construire mon objet d'étude et de voir où étaient les failles, les vulnérabilités, les manquements, où est-ce que nous pouvions apporter une véritable contribution. Le cyberharcèlement, lorsqu'il est traité scientifiquement, il est souvent traité en contexte scolaire sur des mineurs. Donc c'est là où nous nous sommes dit, ce qui pouvait être intéressant, c'est d'aller là où personne n'était allé, c'est-à-dire sur les majeurs. Et plutôt que de traiter le cyberharcèlement dans un cadre scolaire, nous souhaitions vraiment, avec mon binôme de la gendarmerie, pouvoir aborder des phénomènes qui touchent les adultes et qui vont sur des pratiques qui sont extrêmement courantes, telles que celles que nous pouvons décrire sous le terme de revenge porn, par exemple. Donc, aller sur des publics adultes, sur des pratiques qui sont pas forcément des phénomènes de groupe ou des dynamiques, même si on l'étudie, mais pas forcément que des phénomènes de groupe, pas forcément que des phénomènes de contagion en ligne, mais essayer d'identifier des techniques de prédation bien particulières. L'usurpation d'identité, l'arnaque au sentiment. Vous voyez plein d'autres formes de pratiques de cyberharcèlement. Alors, si dans un premier temps, je me suis d'abord renseignée sur ce que tous mes collègues avaient dit, ce qui semble l'analyse de l'existant, tout simplement. Ensuite, dans un deuxième temps, j'ai travaillé avec mes collègues gendarmes, donc il y a le renseignement criminel de Paris, voilà, qui est dans tripartite de mon projet de recherche, et ensuite la cellule NTech, la fameuse cellule des nouvelles technologies, et tout particulièrement mon binôme scientifique, donc qui s'appelle Jean-Christophe Federbe, qui est major et qui chapeaute la SOLC, donc toute la cellule des cybercriminalités. On travaille vraiment à trois, et ce que l'on fait, c'est on étudie, on récupère des affaires closes, donc d'où la contribution du procureur général qui nous donne accès à des données extrêmement sensibles. On identifie en interne par le traitement des antécédents judiciaires des affaires dont les contenus peuvent directement concerner les pratiques de cyberharcèlement. Donc ça, c'est mon binôme de la gendarmerie qui identifie ces affaires, qui récupère les informations relatives. On va auprès du tribunal, au sein des archives, pour récupérer ces affaires qui sont closes. Ensuite, il blanchit toutes les données de manière à ce que, même si je suis réserviste, de manière à ce que je n'ai pas accès, qu'on puisse préserver l'identité de la victime, préserver l'identité également de l'auteur de l'infraction. Voilà, donc toutes les données sont blanchies. Et à partir de là, une fois que les données sont blanchies, donc il y a tout un protocole de recherche qui a été validé par la gendarmerie nationale. Je ne peux travailler que sur site militaire, sur du matériel militaire. Il n'y a pas de connexion à des réseaux. Lorsque les données sensibles sont transportées du tribunal à la gendarmerie, c'est par des gendarmes. Voilà, donc tout est extrêmement bien bordé. Et ensuite, moi, dans ces affaires qui sont closes, il y a plusieurs dossiers qui m'intéressent. Les PV d'audition, par exemple, des victimes, et surtout les échanges de conversations entre les cyberharceleurs et les victimes. Et ce sont tous ces verbatims que je récupère, que je collecte, que je nettoie, que je prépare pour passer aux logiciels informatiques d'analyse statistique textuelle. Et à partir de là, on opère ces fameuses classifications hiérarchiques descendantes. On fait une analyse thématique, on fait une analyse cognitive, on fait une analyse linguistique et
on essaye d'avoir un traitement très objectif de ces prises de parole et d'identifier à l'intérieur des techniques d'influence, des techniques manipulatoires, des mécanismes de violence. Voilà ce que l'on recherche. Et on construit, à partir de toutes ces données, on construit ce que l'on appelle des figures idéales typiques de prédateurs. Donc on essaye d'identifier des traits de personnalité qui sont propres aux techniques qui sont employées par les prédateurs. Est-ce que, donc, pour résumer brièvement, donc vous partez d'affaires closes, vous sortez, vous épluchez un peu les PV d'audition, les conversations entre victimes et délinquants. De là, vous sortez un verbatim, vous le travaillez avec le logiciel, ce qui vous permet ensuite de créer des figures. Est-ce que du coup, vous allez créer, ça va vous permettre de créer de nouvelles catégories, parce que vous nous parliez qu'il y en avait une quarantaine. Est-ce que cela vous permet d'en créer donc davantage, de pouvoir en créer davantage et ensuite permettre peut-être par derrière la création d'une norme juridique, ou cela permet simplement de nourrir les 40 catégories déjà existantes? Alors ça, c'est une excellente question, Camille. Je pense que ça peut faire... Vous avez le droit d'utiliser le joker ou un appel au public. Hein. Je suis en plein dedans, je suis en plein traitement. Donc pour le moment, je ne saurais pas vous dire la finalité que ce projet de recherche est un projet de recherche qui est financé par la région Nouvelle-Aquitaine, qui est sur 3 ans. On a fait de l'exploratoire pendant à peu près 3 ans avec mon binôme à la gendarmerie, et donc là, on vient enfin de rentrer dans la phase d'analyse. Donc il me reste encore 2 ans. Dans 2 ans, Camille, vous me reposez la même question. Là, on est le 30 mars. En 2023, je vous contacte. Ça sonne comme une chanson, Camille. Parfait. C'est sûr. Par contre, il est certain que je vais pas pouvoir dormir pendant ces 2 ans. Ça va être terrible, terrible. Très bien. Marlène, je vais rentrer un peu plus dans la sphère intime, si vous le voulez bien. Vous êtes déjà chez moi, hein, je peux pas faire plus. Est-ce que vous pourriez nous partager une affaire qui vous a touché, vous, personnellement, et la manière dont cette affaire s'est terminée? Alors, c'est compliqué pour moi de vous parler des affaires que j'étudie, parce que j'ai un devoir de réserve, mais il y a vraiment une affaire il y a 2 affaires qui m'ont profondément marquée tout au début de mon travail de recherche, et qui ont été déterminantes. Et quand je parle de démarche de citoyenneté active, on y revient toujours, parce qu'elles ont été déterminantes pour moi. La toute première, c'est le premier entretien exploratoire que j'ai mené. La première victime, une rupture avec son ex-conjoint, très compliquée, très douloureuse, mise en place pendant pas loin de 2 ans, d'une emprise morale, d'un chantage affectif terrible. Et alors qu'elle me montrait les captures d'écran et qu'on pouvait apprécier la violence crescendo, c'est là où elle m'a fait part que elle avait été victime d'une tentative d'homicide. Et je n'avais pas mesuré, en parlant du moins en abordant la thématique du cyberharcèlement, c'était très naïf de ma part, je n'avais pas envisagé que cela puisse aller aussi loin. Et c'est là où je me suis dit, premier entretien exploratoire, on parle déjà de tentative d'homicide, et ça a été tu pendant des années. Et c'est là où je me suis interrogée en me disant, mais ces victimes, c'est au-delà de ce que l'on peut imaginer, la violence, l'impact, les répercussions que cela peut avoir dans son quotidien, le post-traumatique que l'on ne peut que constater sur des pratiques de cyberharcèlement. C'était vraiment
Ça m'a vraiment saisie. Je n'avais pas mesuré sur un premier entretien que je pouvais être confrontée déjà à une tentative d'homicide. Et peu de temps après, dans ces entretiens exploratoires, nous sommes allés rencontrer avec mon binôme scientifique des grands témoins, des enquêteurs qui ont travaillé sur des affaires de cyberharcèlement. Et peu de temps après, j'ai une enquêtrice qui me faisait état d'une affaire qu'elle avait eu à traiter en matière de cyberharcèlement. L'impact pour la victime mineure, je vous passerai les détails, qui a été victime d'un viol et puis de menaces et de tentatives de chantage. Une mineure de 13 ans qui se retrouvait dans une situation qui l'a complètement, mais véritablement complètement dépassée, isolée, qui ne pouvant pas s'exprimer, qui ne pouvant pas dire, parce que la plupart des victimes sont généralement dans des états de sidération, mais son corps a parlé à sa place et elle a perdu l'usage de ses jambes. Elle avait 13 ans, elle a fait plusieurs tentatives de suicide. Et c'est là où je me suis dit, personne ne traite en France ce que peuvent être les pratiques de cyberharcèlement. Et en l'espace de peu de temps, alors je me suis penchée sur les discours des victimes, une tentative d'homicide, une paralysie psychosomatique, mais derrière avec des idéations suicidaires terribles. À l'époque, elle en était déjà à sa 3e tentative de suicide. Et c'est là où je me suis dit, à un moment donné, il faut que mes recherches elles puissent contribuer à apporter un éclaircissement. Et il faut que on prenne la mesure du drame, du préjudice que peuvent causer de telles pratiques. Il y avait toute une campagne qui m'avait, à l'époque, il y a quelques années, c'était en Angleterre, une campagne de sensibilisation dans la lutte contre le cyberharcèlement qui disait liker, c'est déjà cyberharceler. Et c'est vrai que une parole insultante et puis la partager ou la liker ou mettre un smiley, c'est drôle, mais en fait l'écran ne permet pas de mesurer le préjudice sur la victime. Et vous avez des histoires de vie qui peuvent tout compliquer. Et il y a des parcours de vie qui ne sont pas aptes à encaisser, à supporter, à traiter ou à prendre la distance nécessaire. Toutes les études scientifiques, par exemple, montrent que un jeune qui va sur les réseaux sociaux a besoin de ces réseaux sociaux parce que c'est une continuité. Cette continuité virtuelle, en fait, c'est un aboutissement de sa vie réelle. Si, en tant qu'adulte, nous, on arrive à faire la distinction sur ce que peut être la manière dont on va se présenter, la manière dont on va parler, la manière dont on va user des réseaux sociaux, en fait, pour un adolescent en pleine construction identitaire, il n'y a pas de séparation. C'est une continuité. Le réel, le virtuel, tout est intrinsèquement lié. Et quand vous blessez, vous insultez en ligne, si vous pouvez prendre de la distance parce que à un moment de votre vie vous êtes suffisamment équilibré, vous arrivez à prendre suffisamment de distance, pour plein d'autres personnes c'est pas le cas. Et c'est là où je me dis qu'il faut impérativement porter un regard scientifique sur ces nouvelles formes de criminalité véritablement, ou en tout cas faire de la sensibilisation aux médias pour expliquer que ça a de graves conséquences dans la vie des gens. Marlène, vous parliez tout à l'heure d'isolement, en fin de compte, de ces victimes-là, parce que justement, derrière son écran, on est seul en principe, dans l'utilisation de son ordinateur, de son iPad, de son téléphone. En fin de compte, vous, l'exercice de votre profession, de la manière dont vous exercez, c'est en fin de compte de rompre ce silence qui est bien connu, par exemple, de ces formes de criminalité comme le viol, comme les violences conjugales ou la maltraitance d'enfants. Mais
en fin de compte, ce silence, on le retrouve également et même énormément dans cette forme dans le cyberharcèlement qui justement engendre un isolement. Et comme vous le dites, au niveau des mineurs, il y a une continuité entre de sa vie dans l'ordinateur, puis ensuite au niveau de sa sphère de la réalité. L'adulte est beaucoup plus à même de stabiliser sa vie et donc de dissocier entre guillemets son écran de la réalité des faits. Mais en fin de compte, cet isolement chez le mineur peut être catastrophique, puisque là on parle d'homicide, de tentative de suicide, ou en fin de compte, votre intervention, c'est de rompre ce silence. Alors, c'est le silence, c'est vraiment c'est un cercle vicieux pour les victimes. Et vous savez, vous êtes adulte, vous êtes victime d'un ex-conjoint ou d'une ex-conjointe assez peu scrupuleux qui vous vole une vidéo voilà, d'un moment partagé qui relève de l'intime, que vous soyez mineur, que vous soyez adulte, vous avez un sentiment de honte qui vous anime parce qu'on a toujours porté un regard sur la sexualité qui pourrait être perçue au travers de déviance. Il y a beaucoup de recherches, beaucoup d'études scientifiques montrent que vous n'osez pas parler de cet intime parce que vous avez peur du jugement. De la même manière qu'une victime de viol, c'est compliqué pour elle de venir déposer. Il y a tout un parcours, qu'elle a besoin d'éprouver pour y arriver. Quand vous vous faites voler vos photos, quand vous êtes victime d'une arnaque au sentiment, que vous êtes convaincu d'avoir rencontré l'amour, que vous vous êtes livré et puis qu'au final, ça aurait pu paraître tellement évident, vous n'êtes pas rendu compte parce que vous étiez très sincère, mais vous êtes profondément animé par la honte. Et c'est ce qui empêche beaucoup les victimes de venir. Quand dans les pratiques de flaming, vous êtes victime par exemple de grossophobie ou de slut shaming, heureusement il y a des mouvements qui commencent à vous porter, à vous dédouaner, à désamorcer ces situations de crise, mais c'est pas pour tout le monde le cas. Et quand vous êtes victime de grossophobie, c'est compliqué de venir en gendarmerie ou de venir au commissariat, de dire bonjour, je veux déposer plainte parce qu'on s'est moqué de moi à cause de mon physique. Le regard de l'autre est toujours jugeant et d'autant plus lorsqu'il s'agit de pratiques sexuelles, parce que vous avez peur d'être regardé au prisme des déviances. Et donc rompre ce silence, c'est essentiel. Mais on ne peut, il faut laisser du temps aux victimes. Donc c'est pas aux victimes qu'il faut apprendre à changer, mais c'est surtout aux cyberharceleurs qu'il faut éduquer. Il y a parmi les cyberharceleurs que nous avons pu identifier, il y a des échanges de conversations qui sont très intéressants parce qu'une fois qu'ils sont confrontés aux faits reprochés, ils ne réalisaient pas vraiment, sincèrement, c'est ce qu'il semblait en tout cas évoquer, ils ne réalisaient pas à quel point ça avait pu être destructeur pour la victime. Ah oui. Et si certains le faisaient avec une vraie intentionnalité de nuisance, pour d'autres, ils n'avaient pas mesuré que la répétition des messages, que toutes les sphères avaient été touchées, que la dimension réputationnelle était plus qu'écornée et que la victime était complètement éprouvée. L'écran vous prémunit de la réaction de la victime. Camille, je vous insulte dans la rue. Si je vous vois, je peux avoir un excès de colère, faire un acte impulsif. Je vous insulte dans la rue. Si je vous vois en face de moi réagir, soit me répondre exactement sur le même ton, soit être sidéré, soit avoir les larmes aux yeux, chez moi, ça va susciter une réaction. Si je suis relativement équilibrée, vous voir
heurter, toucher dans votre intégrité, moi, va me permettre de réaliser que je suis allée trop loin. Si je suis normalement constituée, Camille, je vous présente mes excuses. Ça semble un échange relativement sain si le départ était très mauvais et qu'on est quand même parti sur des insultes. Quand vous avez un écran, vous ne voyez pas la victime. Vous ne pouvez pas voir ses réactions. En plus, les échanges sont asynchrones. Vous ne mesurez pas l'impact. Et finalement, je cherche pas à dédouaner les cyberharceleurs du tout, mais c'est simplement, parfois, ce sont des éléments identificatoires qui permettent aux harceleurs, aux cyberharceleurs, de mesurer. Pour d'autres, il y a une vraie intentionnalité, il y a une vraie démarche de nuisance, il y a une vraie perversité, et les effets de toxicité sont intimement recherchés. Donc, il faut se méfier. On peut très facilement tomber à son tour dans ces écueils du cyberharcèlement. Vous évincez systématiquement une collègue ou un collègue de tous vos échanges. Bon, pour vous, ça peut paraître anodin. Pour la victime, ça peut participer d'un mécanisme entier qui la déstabilise. Donc, en fait, c'est toute une éducation aux médias qu'il faut refaire. Cette accessibilité aux médias, elle doit, à un moment donné, être conscientisée. Bien sûr. Est-ce que justement, il y a une subtilité dans la répression, dans ces profils de délinquants qui sont de manière intentionnelle vont utiliser de la violence verbale pour cyberharceler, et ces profils qui en fin de compte se prennent au jeu de l'écran entre guillemets, c'est cette barrière, et donc glissent insidieusement vers un profil qui n'aurait pas assumé dans la réalité, n'aurait pas glissé dans la réalité dans ce profil-là. Est-ce qu'il y a une différence dans la répression justement? Alors, à ce jour, pas tellement. D'où la nécessité de vraiment affiner ces pratiques de cyberharcèlement pour que la qualification pénale puisse répondre concrètement à la pratique et à la commission à la commission de l'infraction. Il faut à un moment donné que on puisse affiner la question de la préméditation, de la récidive en matière de cyberharcèlement, de l'altération du jugement. Il faut que l'on puisse apprécier la notion de vulnérabilité de la victime. Et ça, ce sont des éléments qui certes existent dans le droit pénal, mais qui dans les faits ne permettent pas d'avoir une précision en matière de cyberharcèlement, parce que tout est traité de la même manière. Quand on arrive à faire reconnaître par la preuve numérique ces faits de cyberharcèlement au tribunal, ce qui n'est pas souvent le cas. C'est pour ça que il faut impérativement briser cette omerta du silence, il faut sensibiliser les gens, il faut que l'on apporte des réponses scientifiques pour permettre un ajustement législatif par rapport à ces infractions. Alors justement, Marlène, vous nous partagez justement, vous nous confiez des axes de recommandation, d'amélioration. Pour clôturer cette interview, je vous propose de vous donner une baguette magique et de nous dire en fin de compte qu'est-ce qu'il faudrait initier en fin de compte pour une justice plus juste. Bon sang, pour une justice plus juste. Dans 3 ans, je peux revenir aussi. Hein. C'est un cadeau empoisonné que vous me faites, Camille. Je vous donne une baguette magique. J'arrive pas à gérer mes émotions. Une baguette magique. Alors, pour une justice plus juste, je saurais pas vous dire, sincèrement et très humblement, parce que c'est pas mon domaine d'activité. C'est un champ que je fréquente, mais c'est pas mon domaine d'activité. Moi, mon domaine d'activité, c'est la science. Et alors, si j'ai une baguette magique, là, j'ai plein d'idées. Pour vous dire comment la science pourrait permettre ou pourrait contribuer à une justice plus juste. Je crois sincèrement que il faudrait pouvoir
accompagner les chercheurs. Alors c'est pas le cas en France, on est très très mal doté. Et je vais faire ce terrain comparatif terrible avec l'Amérique du Nord par exemple. On n'a pas les moyens en France de faire de la recherche, notamment en sciences humaines et sociales, de faire de la recherche en compréhensif, qui nécessite du temps, qui nécessite de l'analyse, qui ne fait pas de la statistique, mais qui prend le temps d'étudier justement dans le temps des phénomènes. Et si on avait les moyens de pouvoir faire cette recherche sereinement, ça changerait absolument tout. Et c'est pas le cas aujourd'hui. La gendarmerie nationale s'est vraiment ouverte ces dernières années à la société civile, ce qui permet des partenariats inédits comme celui qu'on l'on a initié à l'université Bordeaux-Montaigne, mais cela reste encore trop épiphénoménique et que on est tout le temps en train de chercher. Je vais faire le moment de complainte. On passe beaucoup plus de temps à chercher des financements que à prendre le temps de nous concentrer sur notre travail. Donc, si on pouvait avoir par cette baguette magique un budget qui nous dise allez étudier ce que vous avez envie d'étudier, utiliser les méthodes, éprouver, tester, comparer, je crois que je serais une chercheuse heureuse. Écoutez, on va demander ça au Père Noël et peut-être que sous sa fin cette année, ça va tomber. Mais le Père Noël, il est quand même relativement généreux avec moi parce que travailler en gendarmerie nationale, avoir voilà les accompagnements privilégiés du procureur, du renseignement criminel, des ressources en interne, et puis pouvoir défendre un tel projet comme ça, je suis quand même sacrément chanceuse comme chercheuse, quand même. C'est un très beau mot de la fin. Je vous remercie Marlène d'être intervenue dans le dispositif de Parole Libre. J'invite les auditeurs de cette interview à aller lire les articles de Marlène qui sont fort intéressants. Et Marlène, je vais vous laisser conclure et avoir le mot de la fin. Le mot de la fin. Je vous remercie tout d'abord Camille, je vous remercie beaucoup de prendre ce temps d'échange et que cela puisse permettre à certains apprenants de voir que il n'y a pas un parcours à suivre. Soyez vous-même, soyez atypique, surtout faites-le avec beaucoup de passion, et que vous ayez l'impression que vous apportez une pierre à l'édifice. Je crois que c'est ce qu'il y a de plus gratifiant, parce que finalement cette recherche, je la fais pas pour moi. Cette recherche, je la mène avec des collègues gendarmes pour améliorer leur pratique professionnelle, et la seule finalité, c'est de pouvoir mieux accompagner les victimes. Donc à partir de là, il n'y a pas un seul chemin pour y arriver. Soyez curieux, soyez inventifs, saisissez les opportunités et puis surtout multipliez les rencontres. Je crois que ce sera le mot de la fin.